Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission politique sur TLM, troisième saison. C'est parti, rentrée compliquée pour l'exécutif sur fond de polémiques, de couacs et de mesures loin de faire l'unanimité. Et face à ça, une opposition plutôt silencieuse, la droite qui se cherche encore une stratégie pour être audible à quelques mois des européennes et à quelques jours d'un renouvellement des fédérations. Dans le Rhône, il y a un seul candidat, Alexandre Vincendet. Il est mon invité dans Face à Face. Bonjour Alexandre Vincendet. Bonjour Loïc Besson. Il n'y a pas vraiment de suspense, vous allez être le président de la Fédération LR du Rhône. Dans quelques jours, ça sera quoi votre premier objectif? L'objectif, très simplement, il va être de rassembler ma famille politique, qui a pris une défaite historique lors des dernières élections législatives. On a perdu l'ensemble des parlementaires que nous avions sur la métropole. Il ne nous reste plus que 2 parlementaires, Patrice Verchères et Bernard Perru, sur le Rhône rural. Donc bien sûr, ça va être de rassembler cette famille, préparer les échéances futures, et notamment les élections municipales, avec la conquête de Lyon et la conquête de la métropole. Alors donc très concrètement, qu'est-ce que vous comptez apporter? J'imagine que vous y avez quand même déjà un peu réfléchi, même s'il n'y a pas trop de concurrence. Bien sûr, déjà on va réunir la famille, on va apporter un nouveau souffle, bien évidemment. J'ai cet avantage de représenter la nouvelle génération. Réunir la famille par exemple? Bien, pour la première fois, en tout cas, il n'y a pas de crise de succession dans une fédération qui a toujours su rester unie. Si vous regardez bien, moi je vois dans beaucoup d'autres fédérations des républicains en France, vous avez des combats, beaucoup de guerres d'ego. Avec Patrice Verchères, bien sûr, qui était potentiel candidat avec moi, on a su d'abord se parler, se dire les choses, partager notre vision de nos territoires respectifs, qui sont la métropole et le Nouveau-Rhône. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on avait la même vision, une vision commune sur l'évolution de nos territoires. Donc est-ce qu'on devait une guerre d'ego et de personnes à nos militants qui ont tant souffert ces dernières années? Mais finalement, c'est quand même vous qui avez remporté le bras de fer, puisque c'est vous qui allez être président. Patrice Verchères sera certainement nommé. Mais pourquoi vous plutôt que lui? Mais aujourd'hui, c'est une répartition des rôles, tout simplement. Patrice Verchères, en tant que parlementaire, sera certainement nommé par le bureau politique de ma famille politique, secrétaire départemental. Il sera donc le préfet du siège national ici, dans la Fédération du Rhône. Il va remplacer un autre parlementaire, Michel Forissier. Et finalement, moi, je prendrai la succession de Philippe Cochet, maire de Caluire. Et je pense que c'est important d'avoir une complémentarité entre le secrétaire départemental et le président de la Fédération. Un parlementaire, un élu local, un élu de la métropole, un élu du Nouveau-Rhône, un élu des villes, et un élu des champs, quelqu'un qui fait partie de la nouvelle génération et quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience. Finalement, on est extrêmement complémentaires. C'est pour ça, est-ce qu'on était obligé de rentrer frontalement l'un dans l'autre pour un poste? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que les Français attendent. On parle souvent de Nouveau Monde depuis quelque temps. Et le Nouveau Monde, si c'était justement que nous, nouvelle génération, nous adoptions de nouvelles pratiques. Ce n'est pas finalement ceux qui ont installé le Nouveau Monde qui sont en train de mettre de nouvelles pratiques en place, c'est ceux qui sont issus des partis politiques, qui aujourd'hui se rendent compte que les Français attendent autre chose, d'autres comportements et aussi de nouveaux visages. Mais les nouvelles pratiques et les Français qui attendent peut-être des débats, notamment au sein de la droite, puisque de nombreuses lignes ne sont pas tranchées. À quoi bon avoir une élection, en fait, s'il n'y a qu'un candidat? Mais chacun est libre. En tout cas, Patrice Verchères était candidat, il s'était déclaré. On a discuté entre nous. Alors je sais que ça peut décevoir beaucoup de personnes. Qu'on ne se tape pas dessus. Vous-même, je ne sais pas, vous n'auriez pas aimé faire une campagne contre quelqu'un, avoir des débats? Ah mais alors je vous rassure, je fais quand même campagne. Encore il y a quelques jours, j'étais avec des militants mais je fais le tour quand même des circonscriptions. Je vais aller voir les militants parce que je vais débattre avec les militants. Demain, je vais devoir les représenter. Je vais devoir représenter cette fédération, garder son unité. La Fédération du Rhône, elle a une particularité au niveau national, c'est qu'elle a toujours été exemplaire, unie, et que parfois nous avons contrebalancé des décisions parisiennes. Je sais que Philippe Cochet, en son temps, a réussi, en commission nationale d'investiture, à contrer les décisions de plusieurs anciens premiers ministres. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que quand on est unis, quand on aime son territoire, quand on est soudés ensemble, bien sûr qu'il peut y avoir des débats en interne, et heureusement, je veux dire, c'est pas un mal, c'est plutôt un bien qu'on ait des avis divergents et qu'on puisse après faire sortir. Quand vous dites vous débattez avec les militants, vous débattez sur quel sujet, par exemple? On débat sur déjà tirer les leçons du passé, pourquoi on a tant déçu et pourquoi on a tant perdu, comment on va reconstruire, comment on fait arriver une nouvelle génération, ça sera aussi mon rôle, comment derrière on va pouvoir redébattre, on va pouvoir reconstruire un programme, reproposer une alternance crédible. Aujourd'hui, on ne va pas se raconter de bêtises. Alors, je ne vais pas parler du national, je pense qu'on en parlera dans un instant. Mais prenons Lyon et la métropole, ce qu'on appelait avant le Grand Lyon. Depuis 2001, nous n'arrivons pas à conquérir ce territoire.
Nous avons perdu en 2001 parce que nous avions eu, selon la formule consacrée, pas la droite la plus bête du monde, mais en tout cas la droite la plus bête localement. Puisqu'en 2001, nous avons tout fait pour donner la mairie à Gérard Collomb et depuis, nous n'arrivons pas à lui reprendre. Nous avons tout fait pour lui laisser les clés de la métropole et depuis, nous n'arrivons pas à lui reprendre. C'est un enjeu majeur. La question en 2020, ça sera de savoir si on veut que les communes disparaissent et soient toutes sous la coupe de Gérard Collomb, qui veut être un élu tout-puissant, ou est-ce qu'on veut que les territoires soient représentés. Ça sera ça le débat en 2020. On va en parler dans un instant de Gérard Collomb, mais d'abord, l'autre prochain grand scrutin, ça sera les européennes dans quelques mois. Comment vous analysez les sondages qui placent les Républicains extrêmement bas? Extrêmement bas, je crois qu'on est aux alentours de 15%. Un peu moins, ouais. Entre 15 et 14 selon les instituts de sondage. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le score d'En Marche et du parti du président de la République. Au-dessus de vous. Oui, enfin au-dessus de nous. Écoutez, il partait à 28%. Et aujourd'hui, on est péniblement à 20%. Moi, je regarde les courbes de sondage de l'exécutif. Le président de la République, il est entre 19 et 25%. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire, ce président de la République. On le présentait lors de son élection, et même les mois qui ont suivi son élection, comme un magicien. Je le confirme. C'est un magicien. En l'espace de 4 mois, il a réussi à faire regretter aux Français Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis. Il fallait le faire. Si on nous l'avait dit lors de son élection, est-ce que vous l'auriez cru? Il a réussi ce tour de force. Et moi, je vais vous prédire une chose, c'est que malheureusement, Emmanuel Macron, je pense qu'il va perdre ces élections européennes. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il est complètement isolé sur la scène européenne, contrairement même à ce que Nicolas Sarkozy, avec tous les défauts qu'il avait, faisait. Eh bien, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il y avait une crise européenne, il prenait son avion et il allait voir tous les dirigeants européens, quelles que fût leurs opinions politiques ou la politique intérieure qu'ils menaient. Emmanuel Macron est dans l'invective. Est-ce qu'on a déjà vu un président de la République, en plus d'insulter ses compatriotes à l'étranger, insulter les chefs d'État et de gouvernement voisins parce qu'ils ne partagent pas sa vision européenne? Mais justement, quelle est votre position, vous, sur ce qu'il se passe en Europe, en Hongrie avec Viktor Orban, Matteo Salvini en Italie, en Autriche également, en Allemagne même, on voit avec la gauche qui finit par prendre un autre chemin. Angela Merkel qui a dit cette semaine que le multiculturalisme finalement n'était pas un modèle de société qu'elle a tant défendu. Mais est-ce que avant. vous vous réjouissez de cette montée de populisme en Europe? Il ne faut pas s'en réjouir. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si les partis démocratiques, et en France les partis républicains, ne prennent pas conscience de la colère des peuples, de l'inquiétude légitime des peuples, face aux grands défis que l'Europe n'arrive pas à relever, à savoir l'immigration, la protection, ou en tout cas la défense de ses intérêts économiques. On est quand même le seul continent qui ouvre grand portes et fenêtres quand la Chine, la Russie, les États-Unis protègent leur marché. Chez nous, c'est open bar, ça ne peut pas marcher comme ça. Que derrière, vous avez des défis climatiques, qu'on se met beaucoup de contraintes qu'on ne met pas aux autres. On voit très bien qu'il y a un problème et que les peuples européens aujourd'hui ont tendance, si les problèmes ne sont pas réglés, à se recroqueviller sur eux-mêmes. Je pense que c'est un vrai danger. D'accord, ça c'est le constat. Mais est-ce que, comme d'autres, ça peut vous inquiéter quand même, cette montée des populismes? Certains parlent d'un retour du fascisme en Europe. Oui, alors ça, après, il faut arrêter 30 secondes. Ça, c'est très facile, le retour du fascisme. Enfin, le fascisme, tous ceux qui n'en parlent ne l'ont pas connu. Moi, je suis issu d'une vieille famille dont certains sont entrés en résistance. Je ne vais pas sortir les souvenirs de vieux combattants, mais le fascisme, à l'époque, c'était des personnes qui tuaient d'autres personnes pour imposer leurs pensées. On n'en est pas tout à fait là aujourd'hui. Quand on voit quand même dans des pays qui sont limitrophes avec les nôtres, des chasses aux migrants, par exemple. Je finirai par là. Je veux simplement dire, par contre, que ces mêmes personnes, j'aimerais qu'elles qualifient, par exemple, le terrorisme islamiste de fascisme. Ça, c'est un fascisme. C'est ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé, à juste titre, l'islamo-fascisme. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie inquiétude. Vous avez des personnes qui tuent au nom d'une religion et d'une pensée qu'on veut nous imposer. Voilà. Eh bien, oui, nos compatriotes sont inquiets parce qu'aujourd'hui, les dirigeants européens n'ont pas pris la mesure, ou en tout cas un certain nombre n'ont pas pris la mesure de ces enjeux. Les peuples, donc, ont peur. Et quand on a peur, on se recroqueville sur soi-même et donc on vote pour les extrêmes. Je vous dis, je prends simplement l'exemple de ce qui se passe dans ma commune. J'ai une ville qui a 57% de logements sociaux, où le Front National, avant que je sois élu, faisait plus de 25%. Parce qu'on avait de la ghettoisation qui était en train de se mettre en place. On est en train de transformer cette ville, de réouvrir les quartiers, de refaire de la mixité sociale, de travailler sur l'égalité des chances. Et dans le même temps, on a doublé les effectifs de police, on met des caméras de vidéoprotection. J'ai eu le courage politique, je pense, de mettre en place un dispositif de suppression d'aide municipale aux parents de mineurs délinquants multirécidivistes. Résultat des courses, parce que la délinquance baisse,
parce que le commerce commence à revenir, parce que le communautarisme descend. Le Front National, aux dernières élections législatives, Loïc Besson, à Rieux-la-Pape, il n'est plus à 25%, il est à 9%. Ça veut dire que quand la droite fait son travail, quand les partis républicains font leur travail, les extrêmes reculent. Et c'est pour ça aussi que je défends au sein de ma famille politique qu'on fasse enfin ce pourquoi nous devons être élus, tout simplement. Juste une autre question sur l'Europe et sur la Hongrie, justement. On a vu votre parti se déchirer sur les sanctions ou non contre la Hongrie, contre la politique de Viktor Orban, qui est accusé de porter atteinte à l'état de droit, de bafouer les libertés. Quelle est votre position là-dessus? Mais le problème, moi, ce qui me pose question, la question n'est pas de savoir s'il faut condamner Viktor Orban ou pas. Moi, je n'ai pas à juger. C'est quand même aussi le rôle de l'Europe dans ces cas-là. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que M. Orban, je ne connais pas la politique intérieure hongroise et ce n'est pas mon débat. Moi, aujourd'hui, je m'occupe d'abord de ce qui se passe dans mon pays, dans mon territoire. Mais étant donné qu'il y a des élections européennes où il va y avoir des alliances en interne, moi, ce qui est compliqué pour moi, et ce qui me dérange, c'est que, et ça c'est dangereux de le faire à mon sens, c'est qu'on remette en cause le choix des peuples. On peut être d'accord ou pas avec Viktor Orban, n'empêche qu'il est réélu sans discontinuer depuis 3 mandats, et plus il fait des mandats, plus il augmente ses scores. Alors, d'accord, on peut ne pas être d'accord avec les Hongrois, mais ils font un choix démocratique. Enfin, si demain on explique aux Hongrois qu'ils ont mal voté, qu'il faut qu'ils revotent et qu'ils changent de dirigeant, alors ça, je peux vous assurer une chose, les scores de Viktor Orban augmenteront de nouveau. Ça, c'est une évidence, parce que les peuples ne peuvent pas supporter qu'on leur dise qu'ils votent mal. Regardez ce qui se passe en Italie, où M. Macron insulte aujourd'hui le nouveau gouvernement italien. Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas avec ce gouvernement, c'est une question de respecter le peuple italien qui a dit on fait un choix, les partis politiques traditionnels ont échoué, tout le monde dehors, on essaye autre chose. D'ailleurs, M. Macron devrait se méfier parce que finalement, son élection, c'est quoi? Ça résulte exactement du même mécanisme. Droite et gauche ont échoué, tout le monde dehors, on met quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que M. Macron, aujourd'hui, je pense, est aussi en train d'échouer. Sur l'Europe, justement, le président des Républicains avait promis un débat pour fixer la ligne. On sait qu'il y a des divisions sur ce sujet. C'est quand même étonnant pour un grand parti d'opposition, de gouvernement, de ne pas avoir de position tranchée sur un tel sujet. Mais en fait, les Républicains qui sont issus de l'UMP, qui sont issus de la fusion entre l'UDF, le RPR, etc., ont toujours eu différentes lignes. Oui, mais est-ce qu'à un moment, il faut pas trancher sur ce sujet-là, quand même, l'Europe, qui est un sujet essentiel? Mais attendez, il y a une chose sur laquelle on ne reviendra pas et qui est tranchée, on ne reviendra jamais sur le fait sur le débat, faut-il rester ou sortir de l'Europe? On est bien sûr pro-européen, mais après, entre l'euro-béatitude d'Emmanuel Macron et l'euroscepticisme de Marine Le Pen, il y a peut-être un juste milieu. Mais quand c'est que cette ligne, elle sera tranchée? Oui, nous voulons rester dans l'Europe et elle a été tranchée, cette ligne. Mais par contre, on est conscient, il faut qu'on soit conscient et qu'on propose à nos compatriotes une nouvelle ligne, à savoir, oui, nous sommes pour l'Europe, on ne va pas sortir de l'euro, on ne va pas sortir de l'Europe, mais par contre, on est conscient des dysfonctionnements et c'est de l'intérieur qu'il faut que nous la transformions. C'est un sujet qui vous intéresse? C'est un sujet qui est essentiel, enfin, à mon sens, mais vous, on voit bien. Personnellement, aujourd'hui, je suis maire de Rieux-la-Pape, donc je vais vous dire, l'Europe, pour moi, c'est très lointain. Mais pour mon pays, moi, aujourd'hui, je me refuse à ce que mon pays soit affaibli et que le continent dans lequel mon pays est soit affaibli, pour une bonne et simple raison. C'est que si la France est isolée et si l'Europe est isolée et affaiblie, alors l'avenir de nos enfants sera impacté. On continuera à avoir du chômage de masse, on continuera à voir fuir nos industries et nos emplois, et demain, vous aurez une insécurité culturelle qui va continuer à augmenter. Résultat des courses, oui, là par contre pour le coup, ça peut être un danger pour la démocratie parce que les peuples auront vraiment tendance à se refermer et à rejeter les autres. Et ce n'est pas ça l'idéal européen. Ça vous intéresserait une place sur la liste des Républicains européennes? Ce n'est pas du tout la question. Non, ça ne m'intéresse pas et je ne serai pas candidat. Je l'ai été la dernière fois. J'avais été en 13e position, donc en position quasiment non éligible. C'était aussi pour donner le message du renouvellement et des nouveaux élus locaux, qui est de la nouvelle génération qui arrivait. Mais ce n'est pas du tout, ni dans mes ambitions, ni dans mes visions de me présenter aux élections européennes. Et justement, est-ce que vous estimez que la jeune génération, la vôtre, celle qui a remporté notamment les municipales en 2014, doit occuper plus de place aujourd'hui dans l'organigramme des Républicains? C'est en train d'arriver. Aujourd'hui, regardez, est-ce qu'il y a encore 2, 3, 4 ans en arrière, on n'aurait parié qu'un jeune élu de 34 ans prenne la tête de la Fédération du Rhône, qui est une des plus puissantes de France? Je pense que vous l'aurez annoncé sur le plateau, vous m'auriez traité de fou. Non mais, il est gonflé ou il rêve un peu. Aujourd'hui, c'est en train de se passer. Parce que je pense qu'en effet, il y a un tel désir de renouvellement de la classe politique
qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger, c'est tant mieux. Il faut qu'il y ait un passage de flambeau de nos aînés. C'est parfaitement ce que font Michel Forissier et Philippe Cochet dans cette fédération de façon exemplaire. Laurent Wauquiez est exactement là-dessus, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il m'a également donné une mission pour redresser les jeunes républicains. Rapport d'ailleurs que j'ai présenté devant le bureau politique le 18 septembre dernier. J'ai présenté une véritable réforme de la gouvernance, redonner un cadre et redonner des moyens. Il faut demain que nous puissions réattirer les jeunes chez nous, que ça redevienne, une force de frappe militante essentielle. Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007 avec un formidable élan de cette jeunesse de France. Mais au-delà de ça, il faut que ça devienne une pépinière de talent. Il faut que ça soit la pépinière qui va nous permettre d'aller chercher aussi nos futurs candidats, non pas qu'aux européennes, mais aussi les élections municipales. Non, mais on sait que chaque parti cherche un peu sa tête de liste aussi, la personnalité à mettre en avant, aussi pour les prochaines années. Est-ce que vous estimez que ça doit être quelqu'un de votre génération qui doit être tête de liste? Ça serait une bonne idée? Mais je pense qu'il ne faut pas seulement regarder et faire du jeunisme. Ce qu'il faut, c'est que ça soit surtout quelqu'un aux européennes qui puisse porter un message qui soit entendu et qui soit incarné. Et pourquoi personne ose y aller, veut vraiment y aller, est vraiment motivé? C'est par peur de se prendre une tôle ou... Non, c'est même pas peur de se prendre une tôle. Ce que je veux dire, il y en a quand même quelques-uns qui souhaitent y aller. Je pense par exemple à Jean Leonetti. Jean Leonetti qui est une tendance radicale, qui est centriste, qui est resté dans notre famille politique, qui est un véritable Européen, mais qui est critique vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Par exemple, quelqu'un comme ça pourrait, éventuellement, je ne sais pas si ça sera lui ou pas, mais pourrait porter ce message. Dans mon sens, je pense que c'est quelqu'un de brillant. En tout cas, si c'est lui qui le porte, moi j'en serais très heureux. Je l'ai entendu lors du campus de Touquet porter un message extrêmement réaliste, extrêmement lucide sur l'Europe. Vous voyez, quelqu'un qui a dit oui, je suis européen, je suis du centre droit, donc mon ADN c'est d'être européen, mais ça ne doit pas m'empêcher aujourd'hui d'entendre, par exemple, les gaullistes qui sont dans notre famille politique, qui avaient pu voter non au référendum en 2005 ou même non à Maastricht en 92. Et à un moment, il faut porter un regard, encore une fois, réaliste et lucide sur ce qui se passe, sur les dysfonctionnements. Sinon, je pense qu'on ira droit dans le mur. Quelles sont vos ambitions à vous? Il y a eu les législatives, ratées, c'est d'être mais ratées quand même. Où est-ce que vous voyez dans les prochaines années? Ça, je vous le dirai dans les 10-15 prochaines années. Vous n'avez aucune envie? Il n'y a rien qui à l'envie. Alors j'ai une envie. Ouais. Il y a une chose qui m'anime matin, midi et soir. Votre ville. C'est ma ville de Rieux-la-Pape. J'aurais pu le faire. Exactement. Mais oui, mais n'empêche que c'est la réalité. Ça vous paraît peut-être complètement fou, mais ma ville, je l'aime, j'aime ses habitants. Et ce qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. On est en train d'en faire une vitrine nationale de la rénovation urbaine. On va porter dans les mois qui viennent un des plus gros plans, si ce n'est le plus gros plan de rénovation urbaine qui n'ait jamais existé sur la métropole. Mais c'est un défi immense, immense. Alors ça me passionne. Ça me permet aussi de porter au sein de ma famille politique, y compris au niveau national, un message parfois un peu original, puisque je suis un des seuls élus de banlieue de ma famille politique. On a aujourd'hui les élections législatives. Alors j'ai perdu de 248 voix, bien évidemment, dans ma commune, avec une vague Macron qui a balayé beaucoup de mes collègues. J'ai fait 61%, gagnant tous les bureaux de vote. Alors qu'il y a 3 ans en arrière, on m'expliquait que j'étais un maire de transition élu par accident. Ça veut donc dire que les nouvelles méthodes que j'ai mises en place, elles fonctionnent. À partir de là, j'essaye de temps en temps de faire porter ma voix. Vous voulez en faire un tremplin, d'une certaine façon, pour le moment où... C'est pas un tremplin, c'est un exemple. Je veux que Rieux soit exemplaire, parce que cette ville mérite d'être exemplaire, parce qu'elle a un potentiel extraordinaire, parce qu'elle a longtemps été mise à l'écart de la métropole. Et je pense que cette ville a tout ce qu'il faut pour devenir un des phares de cette métropole, la porte d'entrée nord. Donc ça, c'est mon vrai défi. Après, au niveau des Républicains, bien sûr, c'est rassembler ma famille politique, recréer une alternance. Justement, cette famille politique et puis l'envoyer au combat à la métropole. métropole. Loin d'être rassemblée au niveau national, en tout cas. Comment vous expliquez que Laurent Wauquiez soit si clivant, encore aujourd'hui, au sein du parti? Vous savez, on parlait tout à l'heure de facho. Il y a quelqu'un qui s'appelait Jacques Chirac, qui a été 2 fois président de la République et qui, dans les années 80, si vous regardez les documentaires, était appelé à l'époque facho Chirac. Oui, enfin pas par les gens de son parti. Non, mais par les Français et par l'opposition. Par le sein du parti. Mais pour vous dire, Jacques Chirac, est-ce que vous imaginez aujourd'hui Jacques Chirac avec une image de facho? Mais je vois pas le rapport, en fait. Eh bien, je vais vous dire le rapport. Le président de la famille politique qui a du mal à s'imposer auprès de tous les électeurs. Je vais vous dire une chose, c'est que Jacques Chirac, en son temps, a aussi à un moment été caricaturé. Jacques Chirac, en son temps, a aussi été, on va dire, combattu, y compris au sein de sa famille politique. Et pourtant, il a réussi à s'imposer, à rassembler les Français, sa famille politique, et à faire 2 mandats de président de la République. Je pense que pour Laurent Wauquiez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on caricature quelqu'un. Écoutez, je suis très libre, Laurent Wauquiez. Je ne suis pas un historique soutien de Laurent Wauquiez. Moi, j'ai eu avant tout une rencontre humaine avec Laurent Wauquiez. C'est quelqu'un qui fait confiance, qui est capable de faire confiance à une nouvelle génération, qui est capable d'écouter contrairement à ce qu'on veut entendre.
contrairement à ce qu'on veut bien croire. Moi, j'ai été surpris par la qualité d'écoute et la force de proposition qu'il peut avoir, parce que c'est quelqu'un qui aime les idées, qui aime le débat. Quelqu'un de beaucoup plus ouvert. Vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, lui aussi était beaucoup caricaturé. Il n'empêche qu'il s'imposait au sein de sa famille politique. Quand vous aviez beaucoup d'admiration pour lui, quand vous comparez ces deux chefs de parti, quelle leçon vous en tirez finalement entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez? C'est deux générations différentes, mais Nicolas Sarkozy en son temps. Dans la pratique, on sait que Nicolas Sarkozy est quand même très critique sur la façon dont préside Laurent Wauquiez son parti. Après, j'ai beaucoup et de respect et d'admiration pour Nicolas Sarkozy et l'animal politique et la bête politique qu'il a été. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il devrait plutôt avoir un regard bienveillant pour aider cette nouvelle génération à émerger. Et pas essayer de faire en sorte que finalement, une porte puisse toujours rester ouverte. C'est un peu l'impression que j'ai. Que de plus en plus c'est vrai qu'on le voit beaucoup ces derniers temps, il fait beaucoup de sorties médiatiques. On parle même d'un possible retour. Oui, mais il y a un moment, les Français ont dit non 2 fois. J'aime beaucoup la nostalgie, mais ce n'est pas possible. On sait très bien qu'il peut être un boulet, Nicolas Sarkozy, pour son parti. Il peut être un boulet. C'est pas un boulet, mais je pense qu'à un moment, il faut que ça soit une vigie, quelqu'un qui a une expérience de chef d'État. Il a une autorité morale sur notre famille politique. Mais à un moment, le but, c'est de préparer une nouvelle génération. Le but, c'est de laisser aussi aujourd'hui monter et émerger des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Parce que demain, ça sera à nous de prendre des responsabilités, très clairement. On ne peut pas se tourner en arrière. Si vous regardez, bien sûr, j'ai vu les sondages comme vous, où aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont les personnalités préférées des Français en ce qui concerne la droite. Alain Juppé, aujourd'hui, il a plus de 70 ans, il a perdu la primaire alors qu'il devait la gagner. Et si on écoutait les sondages et les sondeurs, il devrait être aujourd'hui président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe, il n'est que maire de Bordeaux. Nicolas Sarkozy est toujours en tête, mais si je ne me trompe, si mes souvenirs sont bons, il a été éliminé de la présidentielle en 2012 au 2e tour. En 2016, il a été battu à la primaire dès le 1er tour. Il y a un moment, ils ont fait un travail extraordinaire pour notre pays sur certains points. Il y a un moment, il faut se tourner vers l'avenir et préparer la suite. C'est essentiel, sinon on disparaîtra. Il nous reste 2 minutes. Un mot sur Gérard Collomb qui a annoncé de lui-même qu'il quitterait le gouvernement après les européennes pour se lancer dans la campagne des municipales et de la métropole à Lyon. Est-ce que ça, c'est pas un élu enraciné, justement? C'est pas un élu enraciné. Là, c'est quelqu'un, pour le coup, qui a fait un coup politique en faisant élire un jeune président de la République, très beau coup politique d'ailleurs, qui est devenu numéro 2 du gouvernement, ministre de l'Intérieur, qui est quand même un des ministères, notamment dans la période qu'on traverse, où notre pays est quand même soumis à des menaces terroristes importantes, extrêmement sensibles. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'un ministre de l'Intérieur qui devrait être tourné uniquement vers la sécurité des Français, uniquement là-dessus, ne pense qu'à une chose, c'est le siège qu'il veut récupérer à Lyon. Donc, il y a 2 solutions. Soit Gérard Collomb n'aurait jamais dû partir de Lyon, et ça aurait été légitime. Il a fait 2 très bons premiers mandats à Lyon, mais le 3e mandat a été un tremplin pour le national. Donc soit il restait à Lyon et il finissait le travail au service des Lyonnais, soit par contre il partait à Paris, il s'occupait de la sécurité des Français. Vous pensez que là, la sécurité des Français n'est pas garantie tant qu'il occupe la place Beauvau? Alors moi, je vais juste avoir une question, Luc Besson. Qu'est-ce qu'on pensera? Et je ne le souhaite pas. Mais s'il y a un attentat dans les jours, les mois qui viennent, juste avant la démission de Gérard Collomb, qui sera ministre de l'Intérieur à mi-temps, puisqu'il regardera d'un côté ce qui se passera dans la métropole et dans la ville de Lyon, et de l'autre côté, de temps en temps, ce qui se passera dans son ministère de l'Intérieur. S'il y a un attentat, qui sera responsable s'il y a eu des manquements, si ce n'est le ministre? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut jouer à ça avec la vie des Français? Deuxième chose, est-ce que vous pensez que sous le général de Gaulle, puisque beaucoup le citent en exemple, Gérard Collomb serait encore, à l'heure où je vous parle, ministre de l'Intérieur? À l'heure actuelle, Gérard Collomb, au moment même où l'interview aurait été rendue publique, les cartons étaient sur le perron. Depuis quand voit-on un ministre qui annonce lui-même rendre les clés de son ministère dans les mois qui arrivent? Selon la Constitution, le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre et met fin à leurs fonctions. C'est au président de la République de décider quand Gérard Collomb devra partir. On n'a jamais vu un ministre de la République, soit-il ministre d'État, aujourd'hui dire « je partirai dans 8 mois ». On nage en plein délire. Écoutez, je suis désolé, moi ce nouveau monde, il me fait un peu peur parce que je pense que ce nouveau monde, il marche sur la tête. Aujourd'hui, on a un ministre de l'écologie qui annonce en direct, sans avertir ni le Premier ministre ni le Président de la République, qu'il démissionne. Il le fait à la radio devant les Français en les prenant un témoin. On n'a jamais vu ça. On a une ministre des Sports qui part dans la foulée
parce qu'elle a des problèmes avec l'administration fiscale. On a rarement vu ça, sauf sous le précédent enchaîné quinquennat. avec l'histoire, ça, en tout cas. Voilà. Et puis maintenant, pour finir, on a un ministre de l'Intérieur, ministre d'État, qui est dans la situation que connaît notre pays, avec des vagues migratoires, un populisme qui monte et une menace terroriste ultra présente, qui vous explique que finalement il est là par intérim. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa carrière et sa retraite lyonnaise. Et puis, écoutez, je partirai dans quelques mois, je vous rendrai les clés. Comment on peut en plus avoir une autorité sur l'appareil d'État quand on fait ça? La C'est impossible. conséquence à Lyon, c'est que le scrutin est plié d'avance. C'est Gérard Collomb revient. Moi, j'attends avec impatience le retour de Gérard Collomb, parce qu'aujourd'hui, il va devoir s'expliquer devant les Lyonnais du mauvais bilan qu'il a en tant que ministre de l'Intérieur. C'est 17% de hausse de la délinquance à Lyon depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. C'est 130 policiers manquants sur la circonscription de Lyon. Vous pensez qu'il peut perdre? Moi, je pense qu'il peut perdre et je pense qu'il va perdre, Gérard Collomb. Merci beaucoup Alexandre Vincendet d'avoir été mon invité dans Face à Face. Très bonne semaine à vous et on se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face.